Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce lundi de Pentecôte, 140 villes aux États-Unis secouées par des manifestations violentes une semaine après la mort de George Floyd, un homme noir immobilisé et étouffé par un policier blanc à Minneapolis. Nous serons en direct de Washington avec notre correspondante. Le grand déconfinement, ce soir à minuit, fini les 100 km. Les lycées, les restaurants, les bars peuvent rouvrir. Nous vous dirons ce qu'il sera possible de faire en tenant compte de quelques restrictions. La fin de la prise en charge intégrale du chômage partiel par l'État. Depuis aujourd'hui, les entreprises doivent en payer une partie. Les parents qui ne retourneront pas travailler car leurs enfants ne peuvent pas aller à l'école devront fournir une attestation. De très bonnes affaires en vue pour les acheteurs d'une voiture neuve ou récente. Les primes applicables dès aujourd'hui peuvent aller jusqu'à 7 000 €. Enfin, nous irons bivouaquer au bout du monde, enfin presque, entouré de girafes, de lions et de rhinocéros. Un parc zoologique en Haute-Vienne vous donnera des envies de safari photo en famille. La Maison-Blanche noyée dans une odeur de gaz lacrymogène, le président des États-Unis réfugié avec sa femme et son fils dans un bunker. Ce n'est pas un scénario de science-fiction, mais des événements bien réels intervenus ces derniers jours à Washington, la capitale américaine placée comme Los Angeles ou Houston sous couvre-feu. Georges Brenier. Ils se sont attaqués au symbole ultime du pouvoir américain. La Maison-Blanche, prise pour cible la nuit dernière par des centaines de manifestants prêts à brûler le drapeau de leur propre pays. Les cocktails Molotov et les jets de pavés ont poussé le Secret Service à plonger le bâtiment dans le noir complet pour le rendre invisible. À l'intérieur, Donald Trump a été emmené de force dans un bunker souterrain. Jamais un président américain n'avait été ainsi mis à l'abri depuis les attentats du 11 septembre 2001. Car un peu partout à travers le continent, le ciel s'est une nouvelle fois embrasé pour la 6e fois consécutive. À Louisville, au Kentucky, un manifestant a même été tué. La police dit avoir riposté à des tirs d'armes à feu. Tu restes noir, ne l'oublie pas. Sous ton uniforme, tu resteras toujours noir. On fait ça pour que la police réfléchisse un peu la prochaine fois avant de tuer un autre noir. On va pas leur faire de faveur. C'est comme dans un rêve, comme dans un film. Incendies et pillages ont rythmé la nuit dans pas moins de 140 villes. Près de la moitié des 50 États ont imposé un couvre-feu et font désormais appel à l'aide des militaires de la Garde nationale. La journée avait pourtant démarré dans le calme, avec une série de manifestations pacifistes en hommage à George Floyd. Pour la toute première fois, les forces de l'ordre avaient, elles, tenté de trouver un terrain d'entente avec les manifestants. Le changement, ça peut commencer maintenant. Le changement, ça peut être enlever les gants et vous serrer la main. D'accord ? Il y a eu aussi ces scènes surréalistes, policiers militaires, genoux à terre à la demande des manifestants. Le geste symbolise la condamnation des violences, en particulier contre la communauté noire américaine. Ce sont des nuits vraiment chaotiques et c'est pour ça que je me suis mise à genoux. Si poser un genou avec la communauté permet de faire la paix et d'être unis, alors je recommencerai tous les jours. De nombreuses célébrités comme Barack Obama ou l'ancien basketteur Michael Jordan ont lancé des appels au calme, demandant à ne pas tomber dans la vengeance. Donald Trump, lui, ne décolère pas. À longueur de journée sur Twitter, il réclame plus de fermeté face aux casseurs et exige que les antifascistes, pourtant ultra minoritaires, intègrent la liste américaine des organisations terroristes. Et regardez tout de suite ces images qui nous parviennent presque en direct de Minneapolis, sur le lieu même où est mort George Floyd lundi dernier. Des manifestants pacifiques dont le frère de la victime se sont rassemblés et ont déposé, vous le voyez, de très nombreuses fleurs. Mais ailleurs, des manifestations ont été violentes et elles traduisent la colère des Noirs américains qui estiment que justice n'a pas été faite. C'est notamment vrai dans la capitale fédérale, Washington, dont 75% de la population est afro-américaine. Comment a-t-elle réagi aux événements des derniers jours? Y a-t-il une volonté d'apaisement ou d'affrontement? Regardez ce reportage tourné ce matin dans les rues de la ville par Catherine Gentil de Cancaude et Adrien Ponsard. Juste devant la Maison-Blanche, ce matin, les feux allumés dans la nuit par les émeutiers n'étaient pas tous éteints. Les pompiers ont dû revenir en urgence. Le couvre-feu, décrété hier soir, n'a donc pas réussi à ramener le calme.
La plupart des Afro-Américains que nous avons croisés ont leur colère intacte. Ça fait des siècles que les Blancs nous marchent dessus. Et c'est pour ça qu'un policier de nos jours a pu écraser le cou de George Floyd avec son genou. Le couvre-feu, ça ne changera rien. Les gens manifesteront le jour, la nuit, jusqu'à ce que la police les évacue. Sur le sol est écrit un avertissement, pas de justice, pas de paix. Et sur les murs que l'on nettoie, la police est qualifiée de diabolique. Les destructions sont impressionnantes. Des dizaines de techniciens sont à pied d'œuvre pour réparer. J'ai jamais vu un truc pareil. De mémoire des plus anciens, on n'a en effet jamais vu ça depuis les émeutes qui avaient suivi l'assassinat de Martin Luther King il y a plus d'un demi-siècle. Nombreux sont ceux qui pensent que depuis cette date, rien n'a changé. Les Blancs nous considèrent toujours comme des êtres inférieurs. Les flics, ils me prennent la tête depuis que je suis né. Même quand on ne fait rien, tranquillement, à un endroit, ils nous disent de dégager. Ce que nous devons faire, c'est aller devant la justice et même la Cour suprême pour obtenir gain de cause. Brûler et détruire, ça ne sert à rien. Les Afro-Américains sont plus nombreux que les Blancs dans la ville de Washington. Ils espèrent que cette fois-ci, ils vont pouvoir conquérir de nouveaux droits. Bonsoir Catherine, nous vous retrouvons en direct sur Lafayette Square, c'est juste devant la Maison Blanche où des manifestations violentes ont eu lieu la nuit dernière. Le couvre-feu va à nouveau être imposé ce soir dans la capitale Washington. Comment réagit Donald Trump ? Eh bien écoutez, Donald Trump, alors que cela fait une semaine jour pour jour que le pays est en ébullition, que les manifestations et les violences se multiplient, eh bien il ne s'est toujours pas adressé solennellement à la nation. En revanche, il a eu une réunion aujourd'hui avec les gouverneurs à distance et il les a vertement critiqués en expliquant qu'ils étaient trop faibles et il leur a dit qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils ne dominaient pas la situation et pourquoi ils ne faisaient pas systématiquement appel à la garde nationale. Bref, on le comprend, Donald Trump mise sur le tout répression. Il n'est pas question qu'il fasse un geste d'apaisement. Et puis il y a aussi l'autre information importante. Le couvre-feu, vous l'avez dit, est maintenu ce soir à Washington. Mais hier, c'était à 23h. Et aujourd'hui, ça va être à 19h. Car en effet, à 23h, les affrontements, les pillages avaient déjà commencé. Donc les autorités de la ville espèrent ainsi limiter au maximum les violences. Mais on verra si les émeutiers se plient à ce nouvel horaire. Merci beaucoup Catherine, en direct de Washington. L'actualité en France, c'est bien sûr la phase 2 du déconfinement. Elle débute officiellement ce soir à minuit et 1 minute. Rappelons que l'Île-de-France, Mayotte et la Guyane sont en zone orange. Tout le reste du pays est vert. Concrètement, qu'avons-nous le droit de faire? Le masque reste-t-il obligatoire dans les transports? Pouvons-nous partir à l'autre bout de la France? Marine Brossard et Mickaël Merle ont réponse à toutes ces questions. Demain, nous aurons un peu plus de liberté. Et après 2 mois confinés, une question vous taraude. Moi, j'aimerais bien savoir si je peux aller retrouver ma famille qui vit dans le sud-ouest. Oui, fini la limite des 100 km. Vous pourrez vous déplacer librement à travers le pays dès demain. Et en ville... Donc on peut se demander dans quelles conditions est-ce qu'on va pouvoir reprendre les transports en commun à partir de demain. Pour tout le monde, masque obligatoire. Et en Île-de-France, il vous faudra toujours une attestation employeur pour voyager aux heures de pointe. Autre règle toujours en vigueur, l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public. Peut-être monsieur peut encore reculer un tout petit peu, si c'est possible. Même si vous êtes nombreux à vouloir vous retrouver. J'aimerais bien savoir quand les boîtes de nuit réouvriront à Paris. La réouverture des discothèques, ce ne sera pas pour tout de suite. Porte close au moins jusqu'au 21 juin. En revanche, vous pourrez retourner au musée dès demain. Une bouffée d'air très attendue pour les amoureux de la culture. Je me demande quand est-ce que je pourrai retourner au théâtre. Dans la majorité du pays en vert, ce sera possible dès demain, le 2 juin. Dans les régions en orange, en Île-de-France, à Mayotte et en Guyane, il faudra attendre le 22, date à laquelle les cinémas rouvriront partout en France. Moi, par contre, j'aimerais savoir quand est-ce que les piscines vont rouvrir. Comme les salles de sport, elles n'ouvriront pas avant le 22 juin dans les zones oranges, mais dès demain dans les zones vertes. Autre bonne nouvelle, la réouverture généralisée des collèges, avec une priorité pour les 6e et 5e en zone orange. Les lycées, eux, ne rouvriront qu'en zone verte. Enfin, dans les EHPAD, vous pourrez désormais être au moins 2 pour rendre visite à l'un de vos proches.
Parmi les changements qui s'appliqueront dès demain, les voyages en train, le port du masque, vous l'avez compris, reste obligatoire, mais votre voisin, même si vous ne l'avez jamais vu, que vous ne le connaissez pas, sera assis beaucoup plus près de vous. Le point avec Johan Engen, Anaïs Barth et Jean-Philippe Eckett. Dès demain, tous ces voyageurs pourront dire adieu au contrôle de police à l'embarquement. Mais adieu aussi à la distanciation dans les TGV. La SNCF mettra en vente 100% de ses places et non plus un siège sur deux. Bonne nouvelle ou pas? De ne plus distancer les personnes me fait un petit peu peur quand même. S'asseoir à côté l'un de l'autre, alors qu'on ne sait pas si le coronavirus est encore vraiment là, c'est un peu tendu. On porte un masque, on a pris les transports aujourd'hui, donc je pense que voilà, toutes les mesures sont prises pour garantir la sécurité des voyageurs. Pour la SNCF, le pari c'est de rassurer ses clients et de leur proposer aussi 100% de ces TGV le 4 juillet au plus tard pour le début des vacances. Bien mieux que la moitié des trains qui circulaient aujourd'hui. Ça fait 2h30 que j'attends, mon train est encore dans 1 heure. Pour avoir une correspondance, ça fait un petit peu long. Donc s'ils pouvaient remettre un peu plus de trains, effectivement, je pense que ça arrangerait tout le monde. Pour inciter les Français à réserver leur voyage dès maintenant, la SNCF assure que tous les billets sont échangeables, annulables, remboursables, sans frais jusqu'au 31 août. La compagnie ferroviaire espère remplir ses trains et réussir ainsi son été, après avoir perdu de mars à aujourd'hui près de 3 milliards d'euros. La SNCF en appelle aussi à l'aide de l'État. Manifestement, l'État ne sait pas trop comment agir par rapport à la SNCF parce qu'il n'y a pas que la trésorerie, il y a aussi tous les investissements d'avenir sur le réseau ferroviaire. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à financer tous les projets de développement ou est-ce qu'on réduit la voilure? À terme, la SNCF pourrait être contrainte à un nouveau plan d'économie, impliquant par exemple le non-renouvellement des départs à la retraite ou encore le gel des embauches. Vous l'avez compris, dès demain, nous allons pouvoir profiter d'une liberté presque totale, mais certaines destinations en France sont encore difficilement accessibles. C'est le cas de la Corse. Un décret pris aujourd'hui précise que les liaisons avec le continent ne seront rétablies que le 23 juin. Qui, aujourd'hui, peut se rendre en Corse? Reportage et explications nécessaires de Patrice Roubaud et Philippe Pelletier. Le retour du trafic aérien à la normale, ce n'est pas pour tout de suite. Jusqu'au 23 juin, il sera impossible de rejoindre la Corse en avion sans motif impérieux, lié à la santé, à des raisons familiales ou professionnelles. Ce commerçant à l'aéroport d'Ajaccio est inquiet. Qui va venir avec une attestation? Il faut voir un justificatif, ça va compliquer encore plus les choses. Et nous, on a besoin de touristes. Je veux dire, c'est notre gagne-pain à moi et à tout le monde. Du côté de la population, les réactions sont partagées. Vu la maladie qu'il y a eu et tout, on en a peur, mais on en a besoin pour relancer notre économie de l'île. Vu qu'il y a eu beaucoup de restaurants et de bars qui ont été fermés. Il y a moins de monde, on a envie d'avoir du monde, mais en même temps, on est un peu réticent. Voilà, c'est mitigé. Pour la traversée en ferry, la règle n'est pas la même. Les attestations ne sont plus obligatoires. Seule la capacité du bateau pour accueillir les passagers est limitée. À partir de cette semaine, la seule limitation qui existe est une limitation de passagers sur le navire, limitée à 400 passagers, ce qui est largement suffisant pour enclencher la saison touristique sur la Corse. Le tourisme représente 30% du PIB sur l'île. Les professionnels dans ce secteur dénoncent l'incohérence des mesures. On traite l'avion mais pas le bateau, ça ne fait aucun sens. Ça me consterne puisqu'on voit que l'action publique ne suit pas la parole publique, ne suit pas la décision du Premier ministre qui nous dit je vous libère, je libère la France et on met une cloche sous la Corse. On voudrait assassiner les emplois qu'on ne ferait pas autre chose. C'est catastrophique. La région Corse demande à revoir la copie et appelle à une nouvelle concertation. Les autorités parlent, elles, d'un retour équilibré et progressif du flux touristique. C'est la décision que de très nombreux Français attendaient. Dès demain, les cafés et les restaurants en zone verte pourront rouvrir après 77 jours de fermeture. Les conditions sanitaires resteront strictes. Un sens de circulation pour les clients, port du masque pour le personnel, en salle et en cuisine. À quoi va ressembler votre prochain dîner aux chandelles ou vos retrouvailles tant attendues entre amis? À Tours, Cécile Madronet et Pascal Chély. Un nettoyage méticuleux. Dans ce bar-restaurant, tout sera prêt demain, dès la première heure. 8 heures dès le café, et puis à voir si on pousse jusqu'au soir ou pas, selon l'affluence. Le but, c'est de désinfecter. Comme ça, la clientèle pourra dire eh ben, au moins, c'est propre. Fini les cafés au comptoir, c'est interdit. Les clients seront tous assis. Le protocole sanitaire doit s'appliquer au détriment de la convivialité. On aime la bonne bouffe, on aime boire un coup avec les copains, on aime partager. Et là, en fait, au milieu de tout ça, on se retrouve complètement contraint.
Oubliez en tout cas ces images du confinement et d'une place Plumereau totalement vide. Il faut réinstaller les terrasses avec 1 mètre entre chaque table. D'habitude, on fait des tables de 15, de 20, là c'est plus possible. Tout de suite, ça va retirer un petit truc, mais bon. C'est déjà ça, ça va rouvrir, les gens seront contents. C'est assez traumatisant, tout ce qui est arrivé durant ces 2 mois, donc voilà, si on sort en terrasse, on ira à l'esprit libre. Le fait que les distances soient respectées, ça va être un critère quand même, je pense. Le personnel prendra de nouvelles précautions. Ici, l'équipe redémarre au complet. Peut-être que le jour de fermeture, on l'oubliera, les vacances, on les oubliera. Et puis, voilà, on va faire en sorte que notre entreprise tienne le coup, en tout cas. Pour survivre économiquement, le secteur doit s'adapter. Dans ce restaurant, le port du masque sera obligatoire pour les clients uniquement pour circuler dans la salle. Et à table, nous serons ici par exemple à 2 personnes au lieu de 6 auparavant. Et pour commander, il faudra scanner ce code et avoir ainsi la carte directement sur son téléphone. T'as perdu le coup de main ou pas? En cuisine, Pascal retrouve enfin sa brigade. Il faut préparer le service de demain. Seuls les 3/4 des effectifs reprendront le travail. En premier temps, on va réduire dans la mesure où il y a quand même une certaine incertitude par rapport au retour du client. J'espère en tout cas qu'on va pouvoir vite rattaquer avec tout le monde. Avant la crise, cette brasserie faisait plus de 400 couverts par jour. La fréquentation dans les semaines à venir reste pour l'instant un mystère. Toujours au chapitre économique, un changement très important à partir d'aujourd'hui. Cela concerne le chômage partiel que perçoivent 8 600 000 personnes. Quelles conséquences concrètes ces nouvelles règles vont-elles avoir pour les salariés et les entreprises? Explication Patrick Ninine, Pascal Rousset et Alexandre Gaudin. Grâce au chômage partiel, cette société de nettoyage a pu sauver 2 emplois. 2 salariés arrêtés pour raison de santé ou pour la garde d'enfants. Depuis le 25 mars, l'État a pris en charge l'intégralité de leur indemnité. Sans cette aide, on a arrêté les prestations, on a arrêté tout. Ça aurait eu un choc économique dans l'entreprise. Ça nous a totalement aidé à traverser cette crise. On a senti que l'État était là. Mais à partir d'aujourd'hui, la règle change. L'État réduit sa contribution au chômage partiel qui passe de 100% à 85%. L'entreprise doit verser la différence, 15%. Pour l'employé, aucun changement. Le salaire reste le même. Mais pour cette société de services, cela lui coûte 183 € par salarié. Cette baisse de participation de l'État est une mauvaise nouvelle pour de nombreuses sociétés, dont cette usine de torréfaction. Ici, 150 salariés, dont 90% bénéficient encore du chômage partiel. Faute de commandes, les machines tournent toujours au ralenti. S'il y a des aides qui baissent et si les entreprises ne réouvrent pas, nous, l'activité, elle ne démarre pas. On nous avait dit, on sera à vos côtés, on vous accompagnera. Ça sera inédit. Donc aujourd'hui, on nous dit, non, ce qu'on t'avait dit en avril-mai, ça change. L'entreprise a obtenu un prêt garanti par l'État à hauteur de 2 millions d'euros, de quoi couvrir uniquement ses pertes. Avec un carnet de commandes toujours vide, ce directeur financier est inquiet. Il espérait le maintien du dispositif d'aide au moins jusqu'à septembre. Cette action-là, elle peut accélérer, en tout cas, la réflexion et nous conduire à, malheureusement, nous séparer de collaborateurs. Certaines activités continueront d'être soutenues intégralement par l'État, comme l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel, des secteurs qui sont encore fortement ralentis. Bonsoir Nathalie Pellerin. Bonsoir. Vous allez éclaircir pour nous un point qui est très important et ça concerne des millions de parents. Que doivent-ils faire s'ils sont au chômage partiel, qu'ils ont des enfants et que ces enfants ne peuvent pas aller à l'école parce que l'école est fermée, parce que les enseignants ne sont pas là ou parce qu'il n'y a pas assez de place? Eh bien, il faudra présenter une attestation à l'employeur. Elle devra être rédigée par l'école de vos enfants et mentionner les jours précis où l'établissement peut les prendre en charge. Beaucoup d'écoles et de crèches ne rouvrant que partiellement 2 ou 3 jours par semaine, par exemple. L'attestation est indispensable pour vous, pour bénéficier du chômage partiel, et pour votre employeur, pour qu'il puisse justifier votre absence en cas de contrôle. Précision importante, si votre métier ne permet pas de télétravail, votre employeur ne peut pas vous refuser ce chômage partiel. Et si je n'ai pas d'attestation parce que je n'arrive pas techniquement à en obtenir une, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, sans l'attestation, vous ne pourrez pas vous absenter pour garde d'enfants. Dans ce cas, il faudra vous organiser en posant des congés payés, des RTT ou des jours de congés sans solde. Il y a un cas particulier, si l'école ne rouvre pas du tout,
Vous ne pourrez peut-être pas avoir l'attestation dans l'immédiat. Dans ce cas, eh bien, des responsables de ressources humaines nous ont conseillé d'envoyer un email à l'employeur pour l'informer et montrer votre bonne foi, puis de régulariser la situation dès que ce sera possible. Merci beaucoup Nathalie pour ces explications très précieuses. En cette période de crise, certains employeurs adoptent des méthodes radicales. C'est le cas de la compagnie aérienne Ryanair. Elle propose, ou plutôt impose, à ses pilotes, ses hôtesses et ses stewards français le marché suivant, une baisse drastique du salaire ou le licenciement. Est-ce légal? Y a-t-il des précédents? Réponse Antoine de Pressigou et Bruno Chastagnier. Accepteriez-vous une baisse de salaire pour sauver votre entreprise? Moi, je pense que c'est important de baisser son salaire pour que l'entreprise puisse continuer. Moi, en tant que patron, je ne baisse pas le salaire de mes salariés. Okay. C'est pas correct, ils ont des frais, on les gêne embaucher avec un contrat spécifique. Déjà, j'ai un petit salaire. Je me dis 10%, 20%, pas plus. Les employés de Ryanair, eux, n'ont pas vraiment le choix. Si les pilotes ne consentent pas à baisser leur salaire de 20% pendant 5 ans, un quart d'entre eux pourraient être licenciés. Hôtesses et stewards sont également invités à diminuer leur salaire de 10%. L'entreprise se justifie, ces avions sont restés cloués au sol plusieurs mois. Les syndicats, eux, dénoncent un chantage à l'emploi. Le moyen courrier va repartir plus vite que le long courrier dans l'espace Schengen. Et donc on demande aux pilotes de s'engager sur des années pour des pertes de salaire, alors que l'entreprise aura perdu de l'argent quelques mois. La méthode de Ryanair est tout à fait légale. C'est ce que l'on appelle un accord de performance collective. Vous voyez, c'est l'ordonnance du 22 septembre 2017. Votre patron peut très bien vous demander de baisser votre salaire, d'augmenter votre durée de travail ou de renoncer à votre 13e mois. En revanche, toutes les parties doivent être d'accord. L'employeur n'est pas libre de le faire de manière unilatérale. Il doit passer par l'accord du syndicat. Et une fois qu'il a obtenu cet accord du syndicat, il doit obtenir ensuite l'accord du salarié par des avenants. Et si le salarié refuse de signer l'avenant, certes, in fine, il est licencié pour cause réelle et sérieuse, mais il peut, jusqu'au bout, s'opposer à la modification de son contrat de travail. Pour éviter les licenciements économiques, des dizaines d'entreprises envisagent aussi de recourir à des baisses de salaire temporaires. De Richebourg, un sous-traitant d'Airbus, ou encore le quotidien sportif L'Équipe. Y aura-t-il, après la crise sanitaire, comme le prédisent certains économistes, une crise avec des faillites en cascade? L'avenir de milliers de petites entreprises tient parfois à très peu de choses, quelques milliers d'euros, un report de charges ou de loyer. Pour plaider leur cause et sortir de la nasse, elles font appel à des experts comptables. Ils les aident à mieux gérer leur trésorerie, mais aussi à garder le moral. À Rouen, Fabien Chadeau et Régis Rouanet ont rencontré l'un d'eux. Il n'a jamais eu autant de travail. Oui, Sylvie, je pense qu'on s'est dit l'essentiel. Bon, donc on fait comme... Sa voiture est devenue son bureau. Il y passe 3 à 4 heures par jour pour aller voir ses clients. Hervé Doisy est expert comptable. Comme les urgentistes pour les malades pendant la crise sanitaire, il se porte au chevet des entreprises en difficulté. D'accord, il y a 182 clients, donc c'est quand même bien reparti. Ouais, okay. Avec le confinement, cette fleuriste a dû fermer boutique. Elle a cru tout perdre. Heureusement, son expert comptable était là. Ça a été un soutien technique, un soutien moral, un soutien même presque physique. C'est vraiment devenu mon médecin de famille. Pourquoi? Parce que si la prise de sang est bonne, il va vous dire c'est bien, on continue pour un mois. Si la prise de sang n'est pas bonne, il va vous donner plein de moyens pour vous dire attends, pas de panique, il y a ça, on peut se repositionner. Des conseils qui lui ont permis de ne pas abandonner et peut-être même de rebondir après cette crise. Oui, bonjour. Oui. Je vous repasse un petit coup de fil. Des rendez-vous comme celui-ci, il va en enchaîner une dizaine dans la journée. Depuis 2 mois, c'est 7h, 21h non-stop, toute la semaine. Et la pause, il la prend quand il peut, où il peut. Ça me permet de faire un break, de ne pas prendre le téléphone, de couper un quart d'heure, de se poser, de récupérer. Et c'est important parce que on enchaîne les rendez-vous, on enchaîne les coups de fil, donc ça pompe quand même un peu d'énergie. Consultation suivante à 60 km de là. Une station-service de campagne. Elle aussi en convalescence après avoir frôlé le dépôt de bilan. Et là, depuis que vous avez réouvert? Pendant le confinement, Marie-Pierre n'a presque pas vendu de carburant, mais elle a dû payer ses fournisseurs. Faute de trésorerie, elle a puisé dans ses ressources personnelles pour honorer sa dette. J'ai pris sur mon épargne 60 000 euros. Sinon, c'était le dépôt de bilan, c'est clair. Il n'y a pas 50 solutions. Donc c'est un peu dommage de laisser des petits commerces mourir, on peut dire ça. Le président de la République a pourtant été clair,
Aider les entreprises, quoi qu'il en coûte. Un message que certaines banques n'ont visiblement pas voulu entendre pour les sociétés les moins rentables. Les marges sont trop justes et ne voudront pas prendre de risques. Aujourd'hui, c'est le discours en off qu'on entend des banques. Les banquiers avec lesquels il doit batailler tous les jours. Et donc là-dessus, tout à fait. Et donc là-dessus, moi je vous ai dit non. Je ne suis pas d'accord. Il défend une entreprise de 500 salariés qui attend l'octroi d'un prêt garanti par l'État. Ils sont en train d'essayer de faire un jeu de chantage en vous disant je vous donne le PGE, mais vous me donnez une caution. Ce qui est illégal. Mais la plupart des banques jouent le jeu pour amortir le choc qui s'annonce. Nombre d'experts comptables redoutent une explosion des dépôts de bilan dès le mois de septembre. Il y a 6 jours, Emmanuel Macron présentait son plan de soutien pour l'automobile, près de 8 milliards d'euros. Les particuliers qui souhaitent acheter un véhicule électrique pourront bénéficier d'une prime allant jusqu'à 7 000 euros. Ces annonces sont-elles suffisantes pour relancer le secteur qui a beaucoup souffert depuis quelques semaines? Thomas Jarion et Iker Zabala sont allés le vérifier dans des concessions automobiles. Escorté par un vendeur, ce couple cherche une voiture pour leur fille. Elle a eu 18 ans pendant le confinement. On sait qu'aujourd'hui, les constructeurs vont avoir besoin de vendre. Les parcs sont relativement pleins. Donc sur du véhicule neuf, il va y avoir des offres en effet intéressantes. Et des bonnes affaires, il y en a. Ici, jusqu'à 35% de réduction sur certains modèles, impensable avant la crise. Alors en ce jour férié, il y a du monde entre les voitures. On est heureux de voir que nos clients sont à nouveau là et qu'on est sur un train de fréquentation très proche de ce qu'on vivait l'an dernier à la même semaine. Et pour booster les ventes, il y a aussi les primes à la conversion. Mon budget serait entre 6 000 et 7 000 euros. Très bien. Ce vendeur lui propose cette citadine toute neuve. Qui est en promotion à 10 200 euros avec 0 km, peut être accessible pour un budget aux alentours de 7 000 euros grâce à la prime à la conversion. Car cette prime vient d'être revue à la hausse par le gouvernement. Vous savez, vous, quels sont les critères? Comment vous pouvez en bénéficier? Non, pas du tout. Non. Alors on va vous expliquer. Pour avoir cette prime, il faudra vous séparer de votre voiture essence ou diesel, immatriculée avant 2006 et 2011. Vous toucherez alors 3 000 euros si vous achetez une voiture thermique, essence ou diesel, et 5 000 euros pour une électrique ou une hybride. Une prime réservée aux faibles revenus et à la classe moyenne, soit 3/4 des Français d'après le gouvernement. En cumulant aide de l'État et promotion, il y a de très bonnes affaires. Cette citadine essence, par exemple. Passer de 15 200 euros à 8 200 euros, presque moitié prix. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Encore plus sur des petits produits comme ça, qui sont déjà plutôt simples à vendre et à écouler. Et ce n'est pas tout. Si vous achetez une voiture électrique neuve, le bonus écologique est désormais de 7 000 euros. Toutes ces aides seront-elles suffisantes pour faire repartir le marché? Pas sûr. Certains experts prévoient toujours une baisse de 20% des ventes en 2020. Comme les vendeurs de voitures, eux aussi ont vu leur activité stopper net pendant le confinement. Depuis le 11 mai, les déménageurs reprennent peu à peu du service. Il y a 2 mois, dans une France immobile, nous vous avions montré une entreprise de déménagement en grande difficulté. Comment se porte-t-elle aujourd'hui? Reportage Pierre Galassio, Clément Biet et Samuel Vincent. Il y a 2 mois, cet entrepôt était désert, totalement à l'arrêt. Aujourd'hui, les déménageurs sont de retour. Bonjour. 7 h du matin, c'est à nouveau le coup de feu. Bon, on a toujours un peu peur, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de boulot. C'est reparti. Les 45 salariés sont aujourd'hui sauvés. Mais il y a 2 mois, le chef d'entreprise craignait la faillite. Je suis dans une situation quasi désespérée. Quand nous l'avions rencontré, il tentait sans succès de joindre sa banque pour obtenir un prêt garanti par l'État. Mon urgence, c'est de payer les salaires à la fin du mois d'avril. Il y a quelques jours, nous sommes retournés le voir. Il nous avait prévenu, son bureau croule sous les documents administratifs. Chômage partiel, arrêt maladie, règles sanitaires entre autres. Et au milieu de tout ça, le fameux sésame. De haute lutte, j'ai obtenu un accord pour un prêt garanti par l'État pour pouvoir survivre et pour pouvoir subsister à court terme. Maintenant, ce sont des sommes que j'ai empruntées, que je n'ai pas payées, qu'il va falloir que je paye un jour. 120 000 euros au total. Pour rembourser, il faut des clients. Et depuis le 11 mai, ils sont au rendez-vous. Il y en a même trop. L'entreprise n'arrive pas à recruter. Le métier n'attire pas. On fera tous des efforts qu'il faut pour continuer. Et puis voilà, je pense qu'on va réussir à s'en sortir. C'est juste une mauvaise phase. Mais les déménagements n'assurent qu'une partie de l'activité habituelle de l'entreprise. 70%. Insuffisant pour survivre à long terme. Les 30% manquants, les voici.
Alors dites-nous, il y a des camions à l'arrêt ici? Eh bien oui, j'ai malheureusement des camions à l'arrêt. J'ai toute une partie de mon activité qui se trouve stoppée actuellement. En alimentaire, la livraison des crèches, des collèges, des écoles. Des camions frigorifiques pour livrer des milliers de repas aux cantines scolaires. Une activité toujours à l'arrêt. Un camion, ça coûte environ 2500 € par mois. Ici, j'en ai 2. Un billet de 5000 €, vous multipliez par le nombre de mois. Et combien de mois? C'est la grande inconnue. En attendant, il faut occuper les chauffeurs salariés désœuvrés. Aujourd'hui, on en a 5 qui sont non vendus, qui sont des gars qui normalement travaillent justement sur de la livraison de crèches, d'écoles. Aujourd'hui, on les occupe à faire de l'entretien. Et pour combien de temps? Dans le meilleur des cas, 3 mois, jusqu'à la rentrée de septembre. D'ici là, l'été s'annonce difficile, mais pas insurmontable, si les déménagements continuent au même rythme qu'aujourd'hui. Comme chaque soir, c'est l'heure de répondre à vos questions. Elles sont toujours très nombreuses. Vous nous les posez tous les soirs avec le hashtag le20h-TF1 vous répond. Bonsoir Garance Pardigon. Bonsoir Gilles. Première question. Je suis propriétaire d'un appartement. Le bail de mon locataire vient de se terminer. Je n'ai pas pu faire l'état des lieux avec lui, puisqu'il était confiné et moi aussi, pas au même endroit. Dois-je lui rendre le dépôt de garantie dès la remise des clés? Non, pour 2 raisons. D'abord, parce que légalement, rien ne vous y oblige. Vous avez 2 mois à compter de la remise des clés. C'est la règle, en fait, quand l'état des lieux n'est pas conforme. Quand tout se passe normalement, comme prévu, le propriétaire a 1 mois pour rendre le dépôt de garantie. Deuxième raison, parce que tous les professionnels déconseillent fortement de rendre de l'argent sans savoir dans quel état est l'appartement. Vous l'aurez compris, il est urgent d'attendre. Deuxième question posée par un salarié. Mon employeur peut-il changer le jour de mon repos hebdomadaire après cette période totalement atypique? Oui, mais à condition de prouver que c'est dans l'intérêt de son entreprise. Par exemple, si votre employeur est commerçant, il peut décider d'ouvrir exceptionnellement le lundi pour rattraper les pertes du confinement et par conséquent décaler votre jour off du lundi au mardi. Mais attention, petite subtilité, il ne peut pas le faire de la veille pour le lendemain. Il y a un préavis de 24 heures. Et sachez aussi que cette règle est une dérogation temporaire au Code du travail, ce n'est valable que jusqu'au 31 décembre 2020. Dernière question, les stations thermales vont-elles rouvrir demain? J'ai vu que les piscines allaient rouvrir, il y a bien des piscines dans les stations thermales. Mais justement, c'est une confusion avec les piscines municipales qui, vous l'avez dit, vont rouvrir dès demain. Dans les zones vertes, petite subtilité encore, mais pour les stations thermales, là, c'est une autre paire de manches. Parce que par nature, elles accueillent un public à risque, des personnes âgées ou souffrant de pathologies. Et puis, certains soins, comme les massages, sont évidemment incompatibles avec la distanciation sociale. Moralité, soyons optimistes, mais pas naïfs. Tout ça va reprendre, sans doute dans quelques semaines, mais certainement pas dès demain. Merci beaucoup, Garance. Hôtel, chambre d'hôte, voiture, avion, vous êtes très nombreux à avoir déjà réservé un séjour, même un court séjour, pour vous échapper à plus de 100 km dès le week-end prochain. Pour les retardataires ou les indécis, il reste encore de la place, oui, mais où? Jérôme Garot et Maud Gatineau ont préparé leur valise à roulettes. Prendre l'air, enfin partir au loin, on en rêvait. Pour ce premier week-end à plus de 100 km, nous restons en France. En avion, en voiture ou en autocar. Pourquoi pas le sud? Et la mer? Pour trouver un vol ce week-end, ça se complique. Même si l'offre devrait s'améliorer d'ici la fin du mois. Je voulais me rendre sur la Côte d'Azur, mais il n'y a pas beaucoup de compagnies qui proposent un vol pour Nice ce week-end. Et surtout, c'est assez cher, 282 € aller-retour. Alors je vais passer mon tour et on va chercher ailleurs. Nous irons plutôt autour de Dijon, à 300 km de Paris. Plusieurs façons de s'y rendre. Le covoiturage, pas de problème pour réserver, entre 16 et 25 €. Voyons l'autocar. A priori, ce ne sera pas pour ce week-end, plutôt pour cet été. Cette compagnie va faire rouler sa flotte dans 3 semaines. Les bus seront désinfectés tous les jours. Et ensuite, nous avons fait le choix de commercialiser aujourd'hui un siège sur 2 à partir du 24 juin, même si on peut les acheter dès aujourd'hui. Et ensuite, en fonction des directives, cela pourra évoluer. On attend le 24 juin. Il reste encore une option, la location de voiture. On va maintenant se rendre chez un loueur pour voir s'il reste des véhicules pour ce week-end. Nous avons rendez-vous avec ce professionnel. On a même plus de locations qu'avant le confinement. Pour lui, ça redémarre très fort. 50% de mon parc est déjà loué pour le week-end prochain, mais plus on va avancer dans le temps, jeudi, vendredi, il n'y aura déjà plus aucune voiture de disponible. Il faut donc se dépêcher. Mais avec une voiture, nous pouvons nous rendre dans le parc du Morvan, près de Dijon. Du côté des gîtes, pas de problème pour réserver. Vous me disiez, il y a de la place, c'est ça? Tout est parce que tout a été annulé. Hein. Et pour les activités, c'est déjà reparti. Le site archéologique qui est juste à côté de chez nous, là, il a 10 minutes.
a ouvert la semaine dernière, donc avec les activités qui vont avec, quoi. Le mieux, c'est encore de passer quelques coups de fil à l'Office du tourisme pour savoir ce qui est déjà ouvert au public. Et à nous les grands espaces. La règle des 100 km étant supprimée, que diriez-vous d'un séjour au plus près de la nature, à l'autre bout de la France? Les 8000 campings n'attendaient que cela, une autorisation de réouverture. C'est le cas notamment près de Saint-Raphaël, dans le Var, où se sont rendus avec leur thermos et leurs pliants, Julien Garel et Christine Guérard. C'est une course contre la montre qui s'est engagée depuis jeudi soir et les annonces du Premier ministre. Dans ce camping, tout doit être prêt pour rouvrir demain à midi, à commencer par l'espacement des transats autour de la piscine. Entre chaque, il y a 1,20 m à peu près d'espacement. Groupés pour accueillir des familles ou des couples, ils sont ensuite aspergés avec ce virucide. Pour désinfecter tous nos fauteuils, les tables et tout. Là, dans les premiers temps, on va faire tous les matins, on fera automatiquement. Les sanitaires aussi subissent une désinfection minutieuse. Des opérations supervisées par Sabine. Cette assistante de direction a été nommée référente Covid. C'est elle qui s'assure de la bonne application du protocole sanitaire, comme l'obligation pour les employés de se couvrir le visage. Nous avons opté pour la casquette avec la visière amovible qui fonctionne ainsi. On a pensé à ça pour tout notre personnel qui travaille lors de fortes chaleurs à l'extérieur et pour qui le port du masque est vraiment un supplice. Un personnel qui devra chaque jour dès l'arrivée se soumettre à une nouvelle étape. La première chose, ils doivent passer par le bureau, se désinfecter les mains, prendre la température, noter donc la température qui doit se situer en dessous de 37,8. Et si un employé ou un vacancier présente des symptômes inquiétants, direction cette maisonnette. Ici se trouvait un spa qui ne rouvrira pas. Il a été transformé en permanence médicale. L'une des nombreuses nouveautés auxquelles il faudra s'habituer, comme ces autocollants au sol de l'accueil. Ici, nous avons fléché donc, le sens de circulation. En plus, des plexiglas de protection que nous n'avons pas en temps normal. Coût total de toutes ces adaptations, presque 350 000 €. Le prix à payer pour enfin lancer la saison. Et nous avons espoir de faire au mieux, nous avons espoir de satisfaire toutes les familles qui seront prêtes à venir en vacances et nous espérons bien sûr économiquement sauver la saison. Demain, le camping accueillera ses 6 premiers vacanciers en attendant les autres. Ces derniers jours, l'établissement a enregistré une centaine de réservations pour tout l'été, bien loin de sa capacité d'accueil de 1200 personnes. Durant le confinement, 80% des habitués ont reporté leur séjour à l'année prochaine. Autre conséquence imprévue du déconfinement et de la météo estivale, les demandes de construction de piscines privées ont bondi ces dernières semaines. La France est déjà le pays européen qui compte le plus de piscines privées. Il y en a 2,5 millions. Dans quelques mois, il y en aura encore beaucoup plus. Axel Cariou et Frédéric Petit ont assisté au moment tant attendu de la livraison. Cramponné à son caméscope, monsieur n'en perd pas une miette. Madame, elle, est dans tous ses états. Stressant ? Oui, parce que je vois l'arbre là. Mais non, ça va. Entre les arbres de leur jardin, se joue un spectacle inédit. L'arrivée magistrale de leur future piscine, opération délicate. C'est au quart de millimètre, oui. Mais ça passe. Ça passe et il faudra moins d'une demi-heure pour positionner le bassin en polyéthylène au fond de la fosse. Le temps de réaliser tous les raccordements et la terrasse. Le premier plongeon est prévu dans 15 jours. C'est un moment magique. Magique. On va pouvoir en profiter, voilà, avec la famille, les enfants. On pensait vraiment pas que ça arriverait un jour. Relève. L'installateur, lui, ne sait plus où donner de la tête. Depuis le confinement, les demandes de devis ont triplé. Il a dû embaucher 2 salariés pour accélérer les chantiers, mais impossible de satisfaire tout le monde. Le téléphone commence à sonner à partir de 9 h et il n'arrête plus de la journée. Donc on renseigne au maximum pour pouvoir répondre au moins à la demande de prix. Et ensuite, on gère les cas les plus pressés. On arrivera à trouver quelques places en fin d'été, mais ça va être très difficile. Pour une piscine comme celle-ci, comptez 25 000 € et 2 mois d'attente. Si vous n'avez ni le budget ni la patience, voici la solution. Je viens juste de l'installer, j'ai même pas pu tremper un seul orteil dedans encore. Cette piscine hors sol a coûté 1 100 €. Ce particulier l'a installé lui-même avec l'aide d'un voisin. Il a fallu aplanir le terrain, 2 jours de travail, mais au bout du compte, une grande satisfaction.
On a commandé la piscine vers la fin du confinement parce qu'on a eu la chance d'avoir un super beau temps, donc ça nous a incité. Et on s'est posé la question de nos vacances cet été, on devait partir en Espagne, qu'on a annulé au vu du contexte sanitaire. Donc du coup, ça a été une des raisons de plus d'acheter une piscine et de profiter de notre région. Mais si vous préférez le charme d'une piscine sur mesure, prévoyez un gros budget, en moyenne 40 000 €. Et n'espérez surtout pas en profiter dès cet été. Alors malheureusement non, ce ne sera pas possible car une piscine comme celle-ci va prendre à peu près 4 mois pour être livrée dans cet état terminé. Il faut procéder au terrassement, les fondations et toutes les finitions. Enfin, n'oubliez pas que toute piscine enterrée doit être déclarée en mairie. Une augmentation de votre taxe foncière est à prévoir, sans oublier les factures d'eau et d'entretien, 500 € par an minimum. Ce lundi de Pentecôte est aussi marqué par la réouverture d'un des plus beaux musées du monde. Les Galeries du Vatican ont accueilli ce matin leurs premiers visiteurs, comme d'ailleurs le même jour le Colisée et Pompéi, après presque 3 mois de fermeture. On peut donc à nouveau admirer, avec un masque bien sûr, les chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci, de Raphaël et la sublime chapelle Sixtine. Nastasia Haftman et Lorenza Pensa ont été une nouvelle fois ébahis. Elle a donné le la au bal des réouvertures. La basilique Saint-Pierre accueille du public depuis 2 semaines, mais ce n'était pas le cas des musées du Vatican, parmi les plus visités au monde. Ils ouvrent leurs portes aux journalistes ce matin. Depuis 10 heures, les visiteurs aussi sont les bienvenus, sans oublier les gestes barrières. Excusez-moi, veuillez respecter les distances de sécurité. Avec les frontières fermées jusqu'à mercredi et l'interdiction de se déplacer entre les régions italiennes, les touristes locaux restent privilégiés. C'est sûr qu'avoir cet endroit pour nous, c'est historique. Ça ne se représentera pas. Donc on a voulu profiter de ce moment. Aujourd'hui, pour visiter les musées du Vatican, il faut réserver. 1700 tickets ont d'ores et déjà été achetés. D'habitude, c'est plutôt 20 000. Caméra thermique à l'entrée, masque obligatoire. Ici, seules les œuvres ont encore le droit de se frôler. Un moindre mal pour s'émerveiller en petit comité dans la chapelle Sixtine et admirer sa fameuse voûte peinte par Michel-Ange. Nous sommes ici au cœur du christianisme. C'est dans cette salle que le conclave élit les papes depuis 1492. Les musées du Vatican ont profité des 80 jours de fermeture pour rénover ses œuvres, celle de Raphaël par exemple, où nous reçoit la directrice des lieux. Nous rouvrons avec des jolies nouveautés. C'est une motivation supplémentaire pour le public, pour qu'ils reviennent voir nos collections ici. Pas seulement les Romains et les habitants de la région, mais aussi les étrangers qui voudraient venir. D'ordinaire, 7 millions de touristes visitent ces 7 km de galeries du Vatican chaque année. Une manne financière pour le Saint-Siège qui s'élève à plus de 90 millions d'euros. Depuis 3 semaines, nous vous faisons découvrir une France à moins de 100 km de chez vous, puisque c'est la règle en vigueur, en tout cas jusqu'à ce soir minuit. Dès demain, à vous la liberté, l'interdiction sera levée. Mais ce soir donc, partons en safari photo découvrir les girafes, les panthères des neiges et les ouistitis non loin de Limoges, de Périgueux ou de Brive. Le parc zoo du Reynou n'attend que vous. Lorsque nous leur avons proposé cette mission, Marine Chaise et Emmanuel Sarr n'ont pas fait l'autruche. En découvrant les lieux, la réaction est toujours la même. Wow. Effet garanti pour tous les âges. Ah, c'est là, des girafes. Tu as vu des girafes? Cécile et Romain viennent passer la nuit dans cette cabane avec leurs 2 enfants, au cœur du zoo du Reynou, face à une 50aine d'animaux sauvages. Et alors, il y a plein d'autres animaux que tu peux voir dans la plaine. Alors, les Watusi. Après, au bout, là-bas, on a les éléphants du Cap. Là, c'est vraiment la sensation de voyager, d'être parti déjà de Limoges et de la Haute-Vienne et d'arriver sur le continent africain quasiment. Et voici votre lodge pour ce soir. La famille a déboursé 275 € pour cette expérience, à seulement 10 minutes de Limoges. C'est reparti très rapidement derrière le déconfinement. Depuis le 13 mai, on a énormément de demandes et on remplit presque tous les soirs. Au même moment, le parc ferme ses portes. Alexis le frère fait sa dernière ronde dans les allées vides. Le calme règne. Juste le bruit des animaux, plus aucun visiteur du coup et
on en profite. Loin des regards, les animaux aussi en profitent. Certains retrouvent leur nature sauvage. Peu à peu, ils se rapprochent des lodges. Emma et Louis n'ont pas résisté devant un tel cadre. Ça change de la maison. Et au début, ils voulaient manger à l'intérieur, mais ils ont vite vu les animaux. Ils sont vite venus s'asseoir par terre. C'est eux qui ont demandé. Ce soir, les deux jumeaux reçoivent une visite bien particulière. Et là, qu'est-ce qui s'approche? Une cocotte. Une autruche. Après de longues heures à veiller, la famille s'endort. Les cris des animaux résonnent dans la pénombre. Et au petit matin, l'émerveillement est toujours présent. Avec les rugissements du lion, les bruits du vent, le craquement un petit peu du bois du lodge, ouais. Vraiment, on se sent vraiment ailleurs. Alors que les visiteurs retrouvent les 600 animaux du parc animalier, une nouvelle aventure attend la famille. Alors enchantée, moi c'est Maëlys, donc du coup je suis soigneuse animalière. Pendant 1h30, les vacanciers peuvent accéder aux coulisses du zoo. Là les visiteurs font vraiment notre métier, c'est vraiment une immersion. Peu habitués à la présence humaine ces derniers mois, ces makikata se laissent pourtant facilement approcher. Ils viennent nous manger dans la main, c'est trop rigolo. En plus, il y a des petits qui sont accrochés au dos de leur maman ou de leur papa. C'est trop mignon. Pour les enfants, c'est génial. On va voir les tigres. Des vacances bien loin des sentiers battus. Et tu frottes. Il faut bien qu'il y ait les odeurs pour les tigres. Jamais ils n'auraient imaginé préparer une activité pour divertir les félins. Ça sent bon, Mani, là. Ça doit aussi un peu sentir notre odeur qui leur ferait peut-être plus penser à quelque chose qu'ils pourraient un peu plus déguster, je pense. Après 24 heures au plus près des animaux, cette famille repart avec une sensation de bout du monde et des souvenirs impérissables. Et oui, cette autruche qui nous émeut. Depuis plus de 2 mois, une vingtaine de Français nous font partager leur vie quotidienne en se filmant eux-mêmes. Ce soir, dans Ma Nouvelle Vie, nous retrouvons Bastien, le directeur d'un cinéma en Normandie. Sa salle rouvrira le 22 juin, comme partout en France. En attendant, il fait tout pour la maintenir en vie, une sorte de cinéma paradiso, avec au premier rang Michael Guilleux, Quentin Fichet et Antoine Silberman. Pour la première fois depuis longtemps, nous avons été invités au cinéma. Bonjour, si c'est pour la séance de 14h, je vais vous demander de bien vouloir patienter et de faire la queue avec les autres personnes. Le confinement n'a pas rendu ce directeur de salle fou. Puisque je vous dis que je suis complet. Mais créatif. Sur la bande originale de la comédie musicale La La Land, Bastien Le Chevalier a partagé avec nous son idée pour entretenir la flamme des passionnés de sa ville. Pas de film sans confiserie, hein. Allez! Une salle de cinéma sans spectateurs, c'est triste, c'est vide. La mienne actuellement, elle ne l'est plus. Le directeur plein d'humour de ce petit cinéma normand, attention, effets spéciaux, résiste à sa manière. Une salle de cinéma, ce n'est pas fait pour être vide. Une salle de cinéma, c'est un endroit où on partage des émotions. Alors moi, j'en avais marre, j'étais désespéré de voir cette salle vide. Et j'ai donc proposé aux Bernéiennes et aux Bernéiens, cinéphiles, de m'envoyer une photo d'eux. C'était pour moi l'occasion de trouver un moyen original de faire parler des salles de cinéma. Ces photos envoyées gratuitement, Bastien pensait en recevoir une quarantaine. Il s'est retrouvé avec plusieurs centaines de portraits, salle comble. La culture nous manque, et particulièrement notre petit cinéma de Bernay. L'idée était tellement top que ça nous a séduits. On va tous au cinéma, youpi! Pour avoir de mauvaises surprises au moment de la réouverture, on nous a fortement conseillé d'allumer nos installations au moins une fois la semaine. Bastien Le Chevalier veut être prêt à rouvrir la semaine du 22 juin. C'est vrai que dans cette période un petit peu particulière, il y a des inquiétudes au sein de la profession. Moi, mes inquiétudes, elles ont vraiment été levées. Tant les photos étaient accompagnées de messages, de témoignages de gens qui me disaient à quel point ils voulaient se refaire une toile, retourner au Cinoche. Donc oui, les salles de cinéma vont rouvrir, les spectateurs seront là. Ces spectateurs l'ont accompagné pendant cette période compliquée. Le directeur a hâte de les revoir pour les remercier.
Sur LCI, Sylvia Amicone reviendra sur les manifestations et les émeutes aux États-Unis dans le Grand Journal. Rendez-vous à 23h sur le canal 26. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo d'Evelyne Delia qui nous annonce des températures records dignes d'un mois d'août. Place ensuite à Nicolas Canteloup et Alessandra Sublet. Puis votre film Babysitting. Demain à 13h, Jacques Legros en duo avec Jean-Pierre Pernaut. Je vous retrouve à 19h45 pour un point sur l'actualité et à 20h pour le journal. Excellente soirée à tous. Vive demain! Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.